On est approché par des confrères alors, qui sont sur différentes classes d'actifs, mais pour l'instant, on partage notre vision, on partage les features, on partage la manière de le faire, parce qu'on le fait in-house, mais évidemment, on intègre des solutions qui sont sur le marché quand elles sont plus performantes que ce qu'on pourrait faire nous. Et donc, c'est un éternel débat. Après, c'est un vrai métier et c'est bien de vendre un produit, mais derrière, il faut le maintenir, il faut avoir des équipes support. Et honnêtement, c'est pas notre cœur business. C'est-à-dire qu'on s'en sert, nous, en interne. Si on commence à rentrer dans ce type de problématique, c'est un vrai changement de paradigme. Donc, on n'a pas encore sauté le pas, mais on se pose la question très régulièrement. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur FinScale. J'ai la chance d'accueillir Pierrick Lebovici, le managing partner de Daphni. Salut Pierrick. Salut. Merci de me rejoindre pour cet épisode où on va parler. Très heureux d'être là. Il est question de Daphni. J'aurais aimé que tu reviennes un petit peu sur Daphni et Time4. Time 4 ou Time 4 d'ailleurs? Ouais, Time 4. Time 4, ok. Ouais. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la genèse de Daphni, nous expliquer ce qu'est Daphni, parce que c'est quand même un acteur un peu à part. Moi, je vous vois un petit peu à part dans l'écosystème français pour plein de raisons que je te citerai tout à l'heure. Eh ben, c'est très bien de nous voir de manière singulière parce que c'est un petit peu l'objectif. On s'est créé en 2016 avec l'objectif de faire bouger les lignes et de faire notre métier de manière un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de pratiquer en Europe et particulièrement en France, puisque je te rappelle que la plupart des sociétés de gestion du marché sont des spin-offs de groupes bancaires, ce qui veut dire que finalement la plupart des gestions de fonds sont des anciens banquiers, là où les fonds emblématiques anglo-saxons sont majoritairement managés et ont été lancés par des entrepreneurs. Donc, en termes de proposition de valeur, il y a une différence qui est assez importante. Et c'est pour ça qu'en 2016, alors qu'on est nous-mêmes du monde bancaire avec mon associé historique qui est Pierre-Yves Merschmann, avec qui je travaille depuis 2001, on a décidé de faire comme n'importe quelle start-up, partir d'une feuille blanche, essayer de définir un product market fit et lancer Daphni. Qui était à cette époque-là, en 2016, c'était vraiment le début du VC dans l'écosystème. Il n'y avait pas encore énormément d'acteurs. Ça s'est vachement développé après. Alors, il y avait des acteurs qui étaient ces spin-offs de groupes bancaires. Xange, donc, si tu prends Partech, Xange, c'est etc. La Poste, Partech, Paribas, Elaya, EDF, Alven, Lazare, Vintech, Natixis. Enfin, la liste est tout à fait. Euraseo, avant que ce soit Euraseo, Idinvest, AGF. Donc, on est tous des émanations de ces groupes bancaires. Alors, nous-mêmes, on était au sein de BNP Paribas à l'époque. Enfin, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était il y a très longtemps. On a spin-offé en 2000. On a monté une première société de gestion, puis une deuxième et une troisième qui est Daphni en 2016. L'objectif, encore une fois, étant de coller aux besoins de nos clients. Nos clients sont les LP, en amont de la chaîne de valeur, et en aval les entrepreneurs. Les LP investissaient depuis de nombreuses années dans cet écosystème et heureusement continuent de le faire de manière de plus en plus massive, donc c'est une excellente nouvelle, mais ils ont quelques attentes en termes de proposition de valeur qui sont nouvelles. Premièrement, ils veulent être plus proches de l'écosystème, c'est-à-dire qu'ils investissent dans des fonds qui investissent dans des startups. Ils attendent à pouvoir tirer des informations et se nourrir de ce que nous on voit en termes de disruption, de rupture technologique, d'innovation. Tous ? Pas tous quand même. Pas tous, mais comme on a 4 typologies d'LP, des fonds souverains, des family office ou des entrepreneurs, des corporates et des institutionnels. Donc clairement, les corporates, les institutionnels et les investisseurs privés sont quand même friands de se nourrir des tendances, de pouvoir co-investir éventuellement, de pouvoir accéder ou savoir quels sont les projets que l'on voit. Et comme on reçoit 5000 deals par an, qu'on scrape des bases de données qui nous permettent d'en identifier à peu près 70 000, on est plutôt bien positionné pour voir quelles vont être les grandes tendances du moment ou en tout cas de demain. Et l'objectif est de partager tout ce savoir avec les investisseurs
qui décident de nous soutenir. Donc ça, c'est plutôt en amont de la chaîne, et ça se traduit éventuellement, outre ce partage d'informations, par la proposition de co-investir à nos côtés. Quand on est un corporate, on peut avoir envie d'abonder à nos côtés dans des entreprises avec lesquelles le groupe en question va développer des synergies, puisque finalement, c'est intéressant d'en tirer un bénéfice en termes de business, mais ça peut être aussi intéressant de le faire en termes capitalistiques si l'impact est important. Et donc la dernière brique, c'est cette brique de co-investissement. En aval, on a des entrepreneurs qui sont de plus en plus sophistiqués, qui ont de plus en plus d'ambition, et qui savent comment le marché est organisé dans les pays où ça fonctionne le mieux, et notamment aux États-Unis. Et donc, ils s'attendent à avoir des partenaires locaux qui ont à peu près la même proposition de valeur. Donc, c'est ce qu'on a fait. Encore une fois, on revient sur une approche très entrepreneuriale. On est allé voir une centaine d'entrepreneurs. On leur a demandé ce qu'ils attendaient d'un partenaire financier comme un fonds de capital risque. Et puis à partir de là, on a défini l'offre. Donc l'offre et les attendus, c'est de dire on veut des gens qui soient plutôt bienveillants. C'est-à-dire que notre vie consiste à gérer des problèmes au quotidien et essayer de les régler. Donc on ne veut pas un partenaire financier qui soit un facteur d'anxiété supplémentaire. On en a assez. Qu'on en a assez comme ça à gérer. Et comme on a conscience qu'on a des problèmes, il faut plutôt nous apporter des solutions. Et donc, on s'est axé à essayer de développer une offre capable de proposer des solutions aux différents problèmes. Donc, on ne va jamais se substituer aux entrepreneurs, c'est à la carte, mais l'objectif est vraiment de les aider. Et pour ce faire, on a bâti une plateforme digitale et une communauté de 400 personnes. Les 400 personnes étant des investisseurs avec les caractéristiques que je t'expliquais, que ça peut être des corporates, des personnes, des individus. Et tout cet écosystème, toute cette communauté, elle est composée de talents avec plein d'expertise, et on va mettre ces expertises au service de nos entrepreneurs, encore une fois, dans la perspective de les aider et d'atteindre leur objectif plus rapidement et de co-créer de la valeur à leur côté. La thèse d'investissement de Daphni, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, excellente question. On a parlé du modèle. Ouais. La thèse, c'est depuis le début et avant que l'ESG soit mis en avant, ou en tout cas bien identifié, nous, dès 2016, et donc dès le premier fonds, la thèse a été de dire on fait bouger les lignes en termes de modèle, on va faire aussi essayer de bouger les lignes et utiliser l'innovation pour avoir un impact positif d'un point de vue sociétal et environnemental. Puisqu'on est assez convaincu, et tout le monde l'est, que la transition climatique, elle est inéluctable et il faut qu'on y travaille tous. Et l'innovation est probablement une des meilleures réponses pour atteindre l'objectif. Et l'objectif en tant qu'individu en France, c'est de passer de 10 tonnes d'empreinte carbone par habitant à 2 tonnes. Donc on voit que le chemin et la route est longue. Et pour y arriver, il y a des changements dans les usages, il y a des changements dans les comportements, mais la tech est probablement l'outil qui nous permettra d'y arriver le plus rapidement possible. Donc dès 2016, les projets dans lesquels on a investi avaient cet objectif de contribuer à rendre le monde meilleur, alors modestement, mais en tout cas d'essayer de faire bouger les lignes pour que ce soit le cas. Et donc en seed, précis dans... Alors, de l'amorçage à la série A, okay. En termes de tickets, ça se traduit par des investissements entre 500 000 et 5-6 millions en première intention, de manière générale. Il y a toujours des exceptions, mais c'est le cadre principal. En Europe, principalement en France, parce qu'on investit assez tôt, mais l'enjeu de l'internationalisation est clé. Et on gère un fonds pour le compte de Carrefour qui s'appelle Dastor, qui lui est beaucoup plus global, qui investit dans le monde entier, et avec comme thèse d'investir encore plus tôt et dans des projets qui vont disrupter les métiers traditionnels des retailers, et donc d'essayer d'anticiper ces projets très innovants avant qu'ils deviennent ou qu'ils prennent des tailles significatives. Combien de fonds vous avez levé au total ? Donc historiquement, depuis 2016, on a levé environ, ça va bientôt être annoncé, mais donc le total autour de 700 millions. Ouais.
Et donc, si je reviens sur les quelques illustrations de la thèse, on est le premier investisseur dans Back Market qui est à l'initiative de l'évangélisation du marché du reconditionnement. En fait, ça, pendant très longtemps, on a parlé du reconditionnement et Back Market s'est imposé comme le leader dans le monde qui a évangélisé et acculturé les clients que nous sommes à l'achat de produits reconditionnés. On est dans l'upcycling, par exemple, également, sur des modèles B2B avec Upcycle. Donc, l'upcycling, c'est utiliser des gisements de déchets pour les valoriser et les réintégrer dans des chaînes de production dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. On est dans Give, dans l'économie circulaire. On est dans pas mal de deals en ce moment dans le domaine de l'énergie, puisque c'est un gros enjeu à la fois de souveraineté et de transition climatique. On est notamment dans Moonwatt. On est dans pas mal de projets dans le domaine de l'IA, mais qui aussi apportent une brique différente. On est dans Pruna. Pruna, c'est une société qui optimise les modèles, et donc qui permet de rendre les modèles beaucoup plus efficaces avec un facteur de 2 à 100 d'amélioration, ce qui fait que même si on sait que l'IA est extrêmement énergivore, ça rend l'IA plus frugale. On est dans Another Brain qui cherche à dupliquer le fonctionnement du cerveau en développant une IA organique, une IA bio-inspirée, parce que finalement, la première fois que j'entends ça. Notre cerveau, il est très intelligent. Ouais. En tout cas, il sait faire beaucoup de calculs et finalement avec très peu d'énergie. Donc, si on arrivait à avoir une IA qui n'est pas basée sur du deep learning et donc sur de la puissance de calcul, mais sur un fonctionnement équivalent à ce que l'être humain sait faire, ce serait fabuleux. Et donc, c'est un projet ambitieux, prospectif, mais ça fait partie des dossiers dans lesquels on est ravis d'investir, qui est une société qui a été créée par Bruno Maisonnier, qui sort un livre d'ailleurs. J'ai plus le titre en tête, mais j'invite tout le monde à évidemment le lire. D'accord. Alors, en fait, la première fois que ça fait longtemps que j'entendais parler de Daphni. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille et ce qui faisait que je vous voyais un petit peu à part, c'est quand Nicolas Perrard, que nous connaissons bien, que nous saluons, exactement, m'a parlé de votre solution justement que tu décrivais tout à l'heure. C'est plutôt du VC as a platform, c'est comme ça que vous qualifiez cette solution. Ça m'a vraiment interpellée et j'aurais aimé, si tu veux, qu'on prenne peut-être 5-10 minutes pour nous expliquer comment ça s'est mis en place, parce que quand on est un investisseur et pour en côtoyer beaucoup au quotidien, c'est un métier bien particulier, hyper chronophage, et développer un outil tech qui réponde bien aux besoins des LPs et des entrepreneurs qu'on sert, c'est un autre métier. Donc comment est-ce que vous êtes parti, mis à part l'étude de marché et l'exploration que font tous les entrepreneurs, comment est-ce que vous avez déployé, quelles ressources vous avez mises, comment vous êtes organisé après pour le run. C'est bien de builder, mais c'est bien de gérer ses outils. Donc comment ça s'est mis en place, comment ça s'est mis en musique ? Alors, il y a plein de questions dans ce que tu dis, mais tu as déjà posé pas mal d'éléments fondateurs. Donc, pourquoi on a fait ça ? Déjà, parce qu'on a investi dans le digital, on n'était pas du tout digitalisé. Première raison, et qui finalement semble évidente, mais quand tu regardes la manière dont les fonds et dont on faisait notre métier, il est resté très artisanal et donc très peu numérisé, digitalisé, automatisé. Ou au travers de tiers, peut-être. Alors ouais, mais sur des sujets plutôt back-office, mais pas front. Donc c'était plutôt sur de la gestion du reporting, des choses comme ça, des datas, mais assez peu sur vraiment les fondements de notre métier. Donc on n'est pas digitalisé. 2, on est des petites structures. Or, comme tu le disais, derrière chronophage, j'imagine que tu dis, on a plein de choses à faire. Ouais. Et on est assez peu. Et donc, comme tu l'as dit, en fait, on avait une start-up dans la start-up quand on s'est lancé en 2016 avec une start-up qui était chargée de lever des fonds, de les investir, d'accompagner les entrepreneurs. Et puis une autre start-up qui était plutôt chargée de développer cette nouvelle proposition de valeur, cette approche de VC as a platform, avec encore une fois les 2 briques, parce que la brique communautaire, elle est intimement liée au départ à la brique digitale. Et si on se concentre sur la brique digitale,
Les premières étapes ont consisté à partager le maximum d'informations, donc rendre le modèle plus transparent. La deuxième étape, elle a consisté à permettre à la communauté de pouvoir interagir et de pouvoir nous accompagner. Et on était très immodestement, on s'est inspiré de ce que faisait Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz, ils avaient 150 operating partners au sein de leur société de gestion pour aider les entrepreneurs. Nous, comme on partait d'une feuille blanche et qu'on n'avait pas de moyens, on n'était pas en capacité d'avoir ce type d'équipe internalisée. En revanche, en ayant une communauté qui a investi dans nos fonds, donc qui a des intérêts alignés avec les nôtres, c'est beaucoup plus facile de les solliciter et de leur demander de participer à la création de valeur des sociétés dans lesquelles on investit. Et donc l'outil le permet de faciliter tous ces échanges. Il y a eu une troisième étape qui a été d'améliorer nos propres process et d'être donc plus productif, puisqu'encore une fois, on est une petite structure, donc comment on fait pour être plus productif? Donc on a été plus productif en ayant des outils de reporting automatisés, en ayant des outils pour gérer les appels de fonds automatisés. Voilà, tout ce qui concernait notre back-office et qui pouvait être automatisé, on l'a fait. Puis là, on rentre dans une nouvelle phase qui est passionnante depuis 2-3 ans, qui est liée à celle du sourcing. Donc on dispose historiquement d'une plateforme sur laquelle les dossiers sont rentrés par les entrepreneurs qui nous sollicitent. Donc on a à peu près 25 000 deals. Et maintenant, l'étape, c'est de dire comment on fait pour être non plus en réactif, mais totalement en proactif. Donc, on a développé des outils de scrapping et puis un peu d'IA pour se concentrer sur les deals qui nous intéressent. On scrape à peu près 70 000 deals par an et on va essayer d'identifier les 1500 qui rentrent dans notre thèse. Donc là, il y a cette brique sourcing et puis on est en train d'ajouter une nouvelle brique autour de l'IA générative pour être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace sur le sourcing, la qualification des deals, l'analyse de marché, l'analyse concurrentielle et le matching. C'est-à-dire que notre métier, il consiste à la fois identifier les bons interlocuteurs en phase d'analyse et de qualification des deals. Et donc ça, on a des grosses bases de données, un gros CRM, mais il faut le rendre encore plus intelligent, ce CRM. Et puis on a cette mise en relation et cette capacité de faire des graphes d'experts qui peuvent apporter de la valeur, c'est aussi également extrêmement intéressant pour les sociétés. Donc c'est un outil qu'on met aussi à disposition de nos entrepreneurs. Et donc c'est un outil que vous avez développé in-house? Alors oui, in-house avec toutes les erreurs que font les startups. C'est-à-dire qu'on a commencé par au tout début définir une roadmap produit et puis elle a essayé de la faire sous-traiter le développement et puis au bout de 2 mois on s'est dit c'est pas la bonne approche. Ensuite on a commencé d'ailleurs avec des devs qui sont super mais qui étaient full stack mais des full stack quand tu deviens de plus en plus sophistiqué, que ton produit devient plus complexe, c'est plus suffisant. Donc après il y a une CPO qui nous a rejoint et puis des devs et puis on a monté une équipe tech, quoi. Donc t'es VC et entrepreneur en fait. Ça, les entrepreneurs, Non, mais toi, tu es VC et entrepreneur en même temps. De mon point de vue, oui. Ouais. Mais du point de vue des entrepreneurs, ça ne sera jamais le cas. C'est dingue, ça. Pourquoi ? Parce que on est entrepreneur dans le domaine financier et je pense que l'entrepreneuriat financier est peut-être un peu moins bien. Ils n'écoutent pas assez mon podcast. non, mais c'est épatant parce que l'énergie qu'il faut déployer pour développer ces outils-là, pour les maintenir est gigantesque. Et en plus, derrière, pour aller trouver l'énergie d'aller lever tous les ans, en tout cas tous les 2 ans, des nouveaux fonds, plus le déployer, suivant le cahier des charges pour lequel on s'est engagé vis-à-vis d'ILP, c'est super. Bravo. Merci. Ce qui nécessite pas mal d'investissement aussi. C'est-à-dire ce qui veut dire qu'il y a une partie de nos ressources qui est consacrée au financement de ce produit. Alors, pour voir
de l'intérieur, comment ça se passe dans les fonds, dans pas mal de fonds, ou même si de l'extérieur on dit que c'est très automatisé, ça reste pour beaucoup encore un peu artisanal. Est-ce que vous avez jamais eu des velléités de le mettre à disposition en marque blanche dans la communauté? Si, très bonne question. On est approché par des confrères alors, qui sont sur différentes classes d'actifs, mais donc pour l'instant on partage notre vision, on partage les features, on partage la manière de le faire parce que on le fait in-house, mais évidemment on intègre des solutions qui sont sur le marché quand elles sont plus performantes que ce qu'on pourrait faire nous. Et donc c'est un éternel débat. Après, c'est un vrai métier et c'est bien de vendre un produit, mais derrière, faut le maintenir, faut avoir des équipes support. Et honnêtement, c'est pas notre cœur business. C'est-à-dire qu'on s'en sert, nous, en interne. Si on commence à rentrer dans ce type de problématique, c'est un vrai changement de paradigme. Donc, on n'a pas encore sauté le pas, mais on se pose la question très régulièrement. Est-ce que tu penses que ça peut être un élément très différenciant pour des LPs d'aller vers des investisseurs qui, comme vous, offrent du co-invest, donnent de la granularité dans les investissements? Est-ce que ça peut vraiment être un facteur différenciant moment de l'allocation? Oui, il faudrait leur demander. Ça va dépendre des LP, mais la réponse est plutôt oui pour une typologie de LP. Tu vois, on est en fin de fundraising et j'étais encore ce matin avec un LP historique qui nous disait je vais revenir parce que même s'il n'y a pas eu beaucoup de liquidités ces derniers temps sur le marché, j'ai moins de capitaux à investir, mais votre proposition de valeur fait que je veux continuer notre collaboration parce qu'elle me sert et donc on se fait la courte échelle ensemble et donc c'est important que je sois toujours là. Ouais, moi, j'adore le sujet. J'avais fait un speech il y a peut-être 6 mois sur Augmented VC suite à une discussion que j'avais eue avec André Retorat, qui est chez Early Bird Ventures, que tu connais peut-être, et qui anime une communauté qui s'appelle Data Driven VC, je crois, de mémoire, et qui est top. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment vers ça qu'on va et c'est hyper excitant. Comme tous les business. En fait, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison qu'on explique... qu'on investit dans des secteurs qui sont disruptés par les nouvelles technologies et par l'IA et qu'on ne le soit pas nous-mêmes. Donc on essaie juste d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on raconte et ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc ça, c'est une autre étape. Data-driven, comme on investit tôt, on a peu de données, on a peu d'éléments tangibles. Donc la qualification des deals par la data n'est pas évident, mais évidemment qu'on commence à travailler en interne sur la recherche de corrélation entre un certain nombre de critères et des facteurs de succès. C'est un peu tôt, parce qu'encore une fois, il faut avoir du recul, mais comme tout métier d'asset manager, le quantitatif a gagné à peu près toutes les couches de gestion d'actifs. Il n'y a pas de raison qu'elle ne nous concerne pas. Elle va d'abord probablement affecter les fonds plutôt late, mid-cap, LBO, parce qu'eux, ils ont de la data. Et puis derrière, ça va se répandre et ruisseler sur nous. Et c'est pour ça que nous, tu vois, le dernier recrutement, c'est des data scientists, parce que c'est vrai pour qualifier les deals, mais c'est vrai aussi dans l'analyse, parce qu'on a besoin de gérer de plus en plus de données, en tout cas d'aller en chercher des données pour essayer de les exploiter. Super. Bon, on va retomber sur Terre avec la deuxième partie de notre discussion qui concerne Time4. C'est une initiative que j'ai vue ressortir il y a quelques semaines, je pense au travers d'un post que tu avais fait sur LinkedIn, de mémoire. J'aurais aimé que tu nous en parles parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font autour de la diversité. Moi, je sais que j'essaye de l'aborder beaucoup au travers de mon podcast et je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir des éclairages nouveaux. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler, nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ce fonds? Toujours pareil, on va partir de la genèse. Donc on investit dans l'ESG, puisque c'est désormais comme ça qu'on définit le marché. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui se positionnent sur le E, donc sur cet accompagnement de la transition climatique. Or, le S, jusqu'à présent, est assez délaissé. Et pourquoi il est délaissé? Il n'y a que 1%
de l'argent qui est investi dans notre écosystème, qui est fléché vers des entrepreneurs issus de la diversité et de la ruralité. Donc autant te dire que ces entrepreneurs-là, ils sont délaissés et n'ont pas accès aux capitaux si on va directement à la conclusion. Et l'objectif, c'est de faire bouger les lignes et d'essayer de faire en sorte que les entrepreneurs, encore une fois issus de ces territoires, aient les moyens de leur ambition et puissent être accompagnés par des fonds d'investissement traditionnels qui les aident à se développer, à se financer et à devenir rôle modèle. L'objectif de ce fonds, c'est vraiment de créer des rôles modèles. Comme on a connu ce cycle-là il y a 25 ans, quand le marché qui s'appelle désormais le marché de la French Tech s'est développé. Tu as eu d'abord pas mal de réticences, c'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'était risqué. Si on échouait, on n'avait pas de seconde chance. Et donc, il y avait finalement assez peu de gens qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. Quelques années plus tard, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, une des options les plus courues, si on prend le cas d'HEC, c'est l'option entrepreneuriat. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on a réussi. Et ça veut dire que maintenant, l'entrepreneuriat n'est plus perçu comme une voie de garage, mais au contraire, il est reconnu. Oui. Ça devient la voie de prestige. Et il attire les talents. Concernant donc des projets d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, si on se dit les choses, ne répondent pas à un certain nombre de codes, on n'a pas de rôle modèle. Nous, on veut créer des rôles modèles. C'est pour ça qu'on veut lancer un fonds ambitieux qui soutienne un grand nombre d'entrepreneurs et qui puisse les aider à réussir. Parce que, comme il y a 25 ans, on n'avait pas les règles, on n'avait pas les codes, on ne savait pas, on n'avait pas au moins l'ambition. On va faire la même chose et l'idée, c'est d'investir dans une centaine de projets, lever une centaine de millions. Et des projets, pardon, je t'interromps, mais ce sont des projets de type agritech ou entrepreneuriat au sens très large? C'est des projets innovants de sociétés qui peuvent être en forte croissance. Donc, c'est les mêmes projets. Encore une fois, c'est de créer de la valeur. Et dans le modèle, toute une brique concerne l'accompagnement. Donc, on va avoir un coaching qui est un peu plus intrusif que ce qu'on fait dans des projets plus matures. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec 3 partenaires. L'un est Live for Good, lancé par Jean-Philippe Courtois, qui depuis 10 ans accompagne des entrepreneurs, les coachs, donc a l'habitude de le faire. Même chose pour les déterminés, association qui est gérée par Moussa Camara, qui est présent dans une trentaine de villes, qui accompagne autour de 1000 entrepreneurs par an. Et HEC, qui, parfois on l'ignore, mais a aussi des programmes pour aider des entrepreneurs à atteindre leur objectif et à se développer plus rapidement. Pourquoi dis-tu qu'ils n'ont pas accès au financement? Parce que tu as quand même pas mal de boîtes dans l'agritech qui sont... pourquoi tu parles de l'agritech? Ouais, sur la ruralité, tu veux dire? La ruralité, oui, c'est pour ça que je pense à la ruralité. Non, mais il y a des entrepreneurs... ils n'ont pas accès parce que chacun a des biais cognitifs. Exact. Et on est tous influencés par nos biais cognitifs. Donc après, c'est dans les chiffres, 90% des projets, c'est 70% des projets sont des projets parisiens, donc des projets financés par l'écosystème. Je crois que tu as 90% de diplômés, etc. Donc c'est vraiment des boîtes innovantes qui sont mises en place, développées par des entrepreneurs issus de la diversité et de zones rurales. Exactement. Je préfère préciser parce que c'était pas clair dans mon esprit et du coup j'étais pas clair dans mes questions. C'est exact. Non, mais c'est exactement ça. D'accord, ouais. Donc c'est un manque de porosité entre ces écosystèmes en fait qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas. Aujourd'hui, tu as BPI qui joue un rôle fondamental et donc qui accompagne ces projets-là sous forme de subventions, de prêts. Mais le trou dans la raquette, il est au niveau du financement après ces aides de départ, où il y a un plafond de verre.
et où ces projets ne parviennent pas à trouver de l'equity. Et donc, toute l'ambition, c'est de casser ce cercle vicieux. J'en avais discuté avec Tatiana Jama, justement, elle parce que au niveau du genre, c'était un des soucis qu'elle voyait. C'est sûr que si tu vas mettre que des investisseurs qui ont fait la même école, qui viennent du même quartier, qui vont en vacances au même endroit, tu auras moins d'ouverture sur la diversité. Et donc, comment est-ce que vous allez en interne, hormis le fait de lever ces fonds, et de les diriger vers ces entrepreneurs-là, comment est-ce que vous allez vous organiser en interne pour justement avoir suffisamment d'ouverture d'esprit? Donc, pour l'accompagnement, c'était très clair, mais pour la sélection des investissements, j'imagine qu'il faut aussi plus de diversité. Exactement. Donc, on est en plein recrutement et on va aussi avoir une diversité au sein de notre équipe pour justement un peu casser les biais qu'on peut avoir et que tout le monde a pour s'affranchir de tous ces biais. Et Time4, donc c'est un des fonds de Daphni où vous investissez auprès d'autres. Donc c'est un fonds au même titre qu'on a les 3 fonds principaux, le fonds d'Astor que l'on gère pour le compte de Carrefour. On aura Time4 qui sera un des véhicules. Est-ce que tu as des exemples de fonds qui se sont montés ailleurs, en Europe, aux États-Unis, où ce sont vraiment des succès en termes de perf, en termes de financement, avec des belles success stories? Oui, alors tu en as aux États-Unis. Il y a une stat qui est intéressante aux États-Unis, c'est qu'un tiers des sociétés, des licornes, enfin, alors, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas des sociétés qui sont significativement valorisées, ont été lancés par des entrepreneurs qui sont eux-mêmes réfugiés ou issus de familles de réfugiés. D'accord. Voilà, donc c'est pour dire que quel que soit le profil des entrepreneurs, et même, toi, dans certains cas, certains sont surreprésentés parce qu'ils ont des attributs où ils sont plus volontaires, ils sont plus frugaux et ils sont morts de faim, donc ils vont au final être plus performants. Donc c'est ce type de stats sur lesquels nous on s'appuie. Et c'est pour ça qu'on est convaincu, et le simple fait que tu poses la question montre que tu as un biais, puisque tu dis est-ce que vous serez performant? Et évidemment qu'on sera performant. Non, mais il n'y a pas de différence. Non, je dis ça, c'était pour l'audience, je me doute bien. Mais c'est de la réassurance. Je te taquine, mais c'est une question qu'on a souvent. Mais bien sûr, comment vous allez faire pour être performant? Et pourquoi on ne le saurait pas? Mais bien sûr, et la question suivante qui vient, parce que tu es écouté aussi par des LPs, c'est justement quelles sont les réactions? Parce que vous avez commencé cette levée, le closing n'est pas encore annoncé, vous envisagez 100 millions de mémoire. Justement, à chaud, là, si tu peux nous donner un premier retour suite aux premières discussions que tu as avec les LPs que tu approches, c'est quoi la réaction première? On est au début, donc je pense que tout le monde a conscience qu'il faut faire bouger les lignes. Donc c'est un sujet où tout le monde est sensibilisé. Maintenant, je te dirais dans quelques mois, si on parle de la prise de conscience à l'action, et c'est là où c'est tout notre travail de lever des fonds pour que encore une fois, les gens soient prêts à agir. Et je vais pas te cacher, c'est vrai que je vais pas te mentir. Et on a certaines fois la remarque, mais comment vous allez faire pour performer? Ouais, mais en fait, j'avais creusé ce sujet-là. Alors, c'était dans un autre registre, mais c'était comment plus valoriser les régions avec Ronan Lemoal, avec son fonds Épopée Gestion. Ouais. Et c'est top parce que j'ai adoré cet épisode parce qu'on a pris plein de use cases, de boîtes, et il nous expliquait, en fait, c'est des boîtes que tu n'aurais jamais pu sourcer, en fait, si tu étais resté à Paris. Et le fait d'être à Rennes ou Brest, je ne sais plus si c'est Brest ou Rennes, et d'être physiquement présent dans cette région-là, fait qu'il a identifié avec son équipe ces boîtes-là, quoi. Et nous, pourquoi on a lancé ce fonds-là? Parce qu'on avait identifié le programme, mais parce qu'on accompagnait des entrepreneurs, on mentorait des entrepreneurs issus des cohortes déterminées et de l'E4Good, et on se disait, mais c'est juste un drame qu'ils n'arrivent pas à trouver de fonds, alors qu'ils ont un carnet de commandes de 2-3 millions, mais qu'il leur manque les 200 000 pour lancer la production.
Et tu te dis, il y a un décalage qui n'est pas normal et il y a un gâchis qui est injustifiable. Donc le départ, vraiment le point fondamental, le point de départ, il est à ce niveau-là. Quand tu échanges avec d'autres VC européens, est-ce que tu constates également ces biais-là ou pas ? Ou c'est un problème assez local ? J'ai plus les exemples, j'ai plus les noms en tête et désolé. Il y a quelques fonds aux États-Unis qui ont des approches comparables et qui semblent être pérennes. En Europe, on est un peu les seuls. Il y a eu des initiatives, mais qui ont porté sur des projets qui étaient plus matures. Donc, nous, on intervient vraiment sur des projets en pré-amorçage, amorçage, pour donner l'impulsion et permettre à ces projets d'avoir l'ambition, d'avoir les moyens de leur ambition, et puis d'être en capacité assez rapidement d'aller lever auprès de fonds plus traditionnels, comme on peut l'être nous aussi historiquement. Ok, donc la prochaine étape pour vous, Daphni, c'est le G de SG. Ouais, alors là il faudra être inventif, parce que alors on l'est déjà, parce que tu vois, c'est une bonne remarque. On a donc 400 membres de la communauté. On a énormément de membres de notre communauté qui sont board members à nos côtés, indépendants, qui ont une expertise, une intelligence sectorielle que l'on n'a pas, et c'est quand même plus agréable d'avoir autour de la table en board une diversité aussi de profils que uniquement une addition de VC avec les quelques défauts que l'on a. Voilà. Donc on est sensible à réussir à avoir nos LP et les membres de notre communauté à nos côtés. Alors, tu pointes du doigt un sujet assez épineux sur lequel, en tout cas, moi et plein d'autres ont mis le doigt dessus. On co-crée, enfin, on cofonde avec Adrien Chaltiel, Michael Chekroun, Benjamin Blasco et Louise-Marie Véron une association, justement, pour mieux faire connaître, valoriser et professionnaliser tous les postes de directeurs indépendants dans l'innovation. Parce que tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de scale-up qui ont des directeurs indépendants, mais qui ne sont pas forcément choisis de manière cohérente par rapport à la composition du board, qui sont parfois des personnes qui sont bonnes sur un secteur, mais pas à propos pour la boîte dans l'état actuel des choses. Et donc, c'est très agréable de voir qu'il y a des VC qui se saisissent de ce sujet-là, parce que c'est encore assez minoritaire. C'est-à-dire que quand tu regardes la composition des boards de pas mal de scale-up européennes, ça reste extrêmement centré sur l'invest, et donc avec une divergence d'intérêt parfois entre l'investisseur et l'entrepreneur, et qui peut conduire quand même à des drames parfois avec des CEO qui se font virer de leur propre boîte, avec perte et fracas. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et ben nous, on essaie d'être assez systématique et de proposer à ce qu'il y ait des board members, encore une fois, très indépendants et très liés au business pour apporter de la valeur. C'était hyper intéressant. Je termine toujours, c'est très égoïste, sur une recommandation d'un ouvrage, d'un podcast ou d'un livre. Donc j'aurais aimé que tu nous recommandes quelque chose aujourd'hui. Ouais, alors tu m'avais posé la question. Je me suis dit podcast, et j'aime pas, enfin, je vais pas en le donner vôtre. Non, alors il y a le vôtre. T'as raison. Il y a 70 épisodes. Alors, il y a le nôtre, le tien, mais après moi j'aime bien la diversité, donc je change plutôt en fonction des thèmes. Toi, je veux pas m'enfermer dans un podcast parce que je suis pas fan des gourous. Or quand tu commences à avoir 15 sons de cloche, finalement tu perds en objectivité. Et tu m'avais demandé de bouquins, c'est ça ? Un bouquin. Ouais, un bouquin, un podcast. Ouais, il y a un bouquin qui est Les ingénieurs du chaos, que j'ai lu à Noël, qui était recommandé par un de mes amis, qui théorise pas trop mal le populisme. Et en fait, associé au populisme, il y a toute la manipulation autour de l'information. Et comme ça devient quand même un sujet assez incroyable d'essayer de faire la part des choses entre les fake news et la réalité. Et tu vois, pas plus tard qu'à midi, en déjeuner d'équipe, on a parlé de 2-3 sujets et chacun partageait une information qui était très contradictoire avec l'autre autour d'une même thématique. Donc tu vois que chacun se nourrit d'informations dont on ignore souvent la source, partage cette information avec en étant très assertif.
Et finalement, à la fin de la journée, on ne sait pas qui a raison. Et voilà. Et la naissance du populisme, finalement, elle est liée, je pense, pas mal à cette manipulation de l'information. Donc j'encourage tout le monde à le lire et j'ai pas la solution. Un peu angoissant quand même. Ouais, angoissant, mais comme ils le théorisent bien, ouais. Tu vois, ils expliquent pourquoi finalement plus c'est gros, plus ça passe et pourquoi il y a une inflation. C'est-à-dire quand tu vois Trump, chaque jour, il sort une énormité. Mais en fait, tu t'habitues totalement. Tu t'habitues et puis il arrive à servir un fonds de commerce qui est de plus en plus large parce que finalement, dans toutes les énormités, chacun va s'associer à une de ses déclarations et dire putain, il a raison. Quoi. Ouais. Parce que quand en faisant fi de ce qu'il a entendu et qu'il trouvait absolument contradictoire. Pas grave. Donc ça peut être totalement contradictoire, mais en tout cas tout le monde va être servi et tout le monde va s'y retrouver. Et c'est très bien expliqué en prenant les exemples 5 étoiles en Italie, Trump, la Hongrie et autres. Donc pas mal. Lire, ok. Ouais, enfin, je pense. Écoute, je vais le lire. Merci Pierre. Parce qu'on rentre dedans en France. C'est-à-dire que voilà, on va y arriver. Pas qu'en France. Ouais. Merci beaucoup de ta venue. Merci Solène. À bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.